Bonsoir à tous, bienvenue dans cette troisième conférence du groupe Initiative Afrique Junior. Je suis Estelle Youssoufa, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Je vais modérer cette session qui est consacrée aux femmes africaines et au développement. Nous avons la chance d'avoir des invités de prestige avec nous ce soir, mais pour lancer officiellement cette conférence, je laisse la parole à Léon Konan Kofi, qui est le vice-président du groupe Initiative Afrique. Léon, c'est à toi. Si Léon est là, est-ce qu'on a perdu Léon en cours de route? Ce groupe Initiative Afrique a de nombreuses têtes. Personne n'est irremplaçable. Il vient d'avoir un putsch en direct et c'est Pascal Pérou qui prend le relais. Bon, bonjour tout le monde. Je ne sais pas si je suis une tête comme tu dis. Bon, j'en suis le secrétaire général. Je dis quelques mots peut-être sur ce qu'est le GIAF et je passe la parole après à notre vice-président Léon Kofi. Donc le GIAF, en fait, c'est un think tank panafricain, indépendant et à but non lucratif, qui est composé de personnalités de haut niveau qui viennent de domaines très différents, l'entreprise, la société civile, et dans la société civile, notamment, des représentants de la jeunesse. Donc, c'est un think tank qui s'est implanté en 2011, qui est basé à Abidjan, et dont le président est Charles Konan Banny, l'ancien Premier ministre. Et c'est un think tank qui a également beaucoup des antennes dans beaucoup de pays africains et à Paris. Alors, c'est un think tank qui a son originalité, caractérisé d'abord par une méthode de réflexion et d'échange particulière qui est issue de l'Institut Aspen et qui, à travers de grandes conférences internationales, se réunit pour définir des axes stratégiques et énoncer des recommandations qui sont tournées vers l'action. Et ces conférences tiennent traditionnellement à Yamoussoukro, conférence internationale pour le mois de novembre, et donc, qui sera donc la 5e. Nous avons donc tenu 4 déjà grandes conférences internationales. C'est aussi un réseau qui s'est constitué dans le temps depuis pratiquement une vingtaine d'années maintenant. Donc, c'est un réseau assez important et présent dans beaucoup de pays francophones essentiellement, mais aussi anglophones. Dernière caractéristique, c'est que ce think tank a aussi un versant action tank, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il est composé de groupes d'action qui soutiennent la mise en œuvre des recommandations de nos membres et éventuellement essaye de soutenir aussi nos membres quand il y a des situations un petit peu difficiles. Voilà, donc ça, c'est pour avoir plus d'informations, vous en trouverez beaucoup plus sur notre site et notamment sur la conférence qui est le support de ces 5 webinaires, qui est celle sur la jeunesse, qui s'intitule Jeunesse africaine, bombe à retardement ou opportunité historique, point d'interrogation. C'était une conférence qui a eu lieu en 2014 et qui a été suivie 15 jours après par un peu la bombe à retardement du Burkina. Donc, voilà, ça c'est le GIAF en général. Et le GIAF, l'historique du GIAF Junior, c'est la mise en application d'une de nos recommandations sur la jeunesse, qui était notamment d'aller vers la jeunesse. Qui est et avec l'idée que à travers les conférences qu'on a fait, on a fait pratiquement la thématique principale de l'Afrique, c'est-à-dire la gouvernance, les institutions, le fonctionnement de l'État, la jeunesse et l'intégration régionale. Donc, notre souhait est de présenter à la jeunesse ces recommandations
le premier webinaire, le premier cycle de 5 webinaires étant consacré à la jeunesse. Et là, je passe la parole à notre vice-président, Léon Coffy. Bien, merci à tous. Désolé pour les incidents techniques. J'espère que vous m'entendez bien. Je tenais tout d'abord à saluer l'ensemble des participants et surtout à féliciter et encourager les membres du GIAF Junior qui, au travers de ce webinaire, poursuivent les recommandations du GIAF sur la jeunesse. Cette initiative est à saluer, d'abord parce que nous sommes dans un contexte international de questionnement généralisé et ceux qui continuent de réfléchir, de débattre, seront ceux qui pourront et seront les mieux armés à faire face aux défis de demain. Ensuite, initiative à encourager parce qu'elle crée un cadre de dialogue qui fait la promotion du dialogue entre les générations et crée un cadre qui fait la promotion du dialogue entre les générations, ce qui est un des objectifs majeurs que nous nous sommes fixés au GIAF pour préparer la jeunesse au leadership et surtout pour la préparer à être les dirigeants de demain. Enfin, la thématique qu'elle aborde qui nous permettra d'aborder la refonte qui nous est chère du rôle de la femme dans la vie politique, sociale et économique. Je terminerai mon propos introductif en rendant 2 hommages. Le premier est un hommage au général Cissé, cet homme de valeur, affable et homme de conviction, qui est un pilier non seulement du GIAF, et était vraiment l'un des animateurs principaux du GIAF au Sénégal. Je me souviens que sa dernière conférence était la conférence sur la jeunesse et je me souviens de la pertinence de toutes ses interventions qu'il faisait avec humour et je sais que de là où il est, il serait fier de voir cette intervention. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Aujourd'hui, nous sommes le 14 avril. Le jour de ce webinaire, c'est un triste anniversaire parce que cela va faire aujourd'hui 7 ans que les filles les lycéennes de Chibok ont été enlevées. Et donc, c'est aussi le bon moment de penser à ce moment-là, tout en pensant à elles, de penser au rôle de la femme dans notre société. Voilà ce que je pourrais dire tout en encourageant au débat tous les participants. Merci encore à vous et désolé encore pour les problèmes techniques du départ. Pas de problème. Merci Léon. Donc, on donne la parole à Fatou Cissé, qui dirige le groupe Initiative Afrique Junior, qui est à la manœuvre pour cet événement avec José et Théo, qu'on ne voit pas, mais qui ont travaillé dur pour permettre que cette conférence se tienne. Fatou, on te donne la parole. Merci beaucoup Estelle, merci beaucoup Léon et Pascal. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Fatou Cissé, responsable de la branche junior du groupe Initiative Afrique. Je suis extrêmement ravie de vous retrouver ce soir à l'occasion de notre 3e épisode de notre série de webinaires portant sur la jeunesse africaine et qui s'appuie sur les conclusions du GIAF lors de la conférence internationale de Yamoussoukro en 2014, qui a été rappelée par Pascal. L'objet de ce webinaire sera de mener des discussions à travers ce panel divers et de qualité qui portera notamment sur les actions des femmes africaines face aux défis socio-économiques, environnementaux et de gouvernance auxquels elles sont confrontées. Et ce panel 100% féminin tentera donc d'apporter des réflexions sur le rôle des femmes africaines dans le développement du continent, sur leur participation et leur influence dans les prises de décision publiques comme privées, mais également sur la promotion de leurs actions à l'échelle internationale. Et je n'ai nul doute que les points et les analyses qui seront soulevés ce soir nous permettront de retenir de précieux enseignements pour les jeunes, les femmes, et principalement pour la bonne mise en marche du processus de développement du continent.
Je remercie donc Pascal Pérou, Joël Bertrand à l'appui au niveau du GIAF, mais également José et Théo au niveau de l'organisation des webinaires sur la jeunesse, mais également toutes les panélistes et notre modératrice Estelle, et également tous les participants qui nous suivent sur le Zoom, mais également sur le Facebook. Juste pour rappeler, pour la bonne tenue peut-être des échanges, nous vous invitons à couper vos micros et vos caméras pour celles et ceux qui ne s'expriment pas, afin de libérer un petit peu de bande passante. Vous pouvez également partager vos questions et vos commentaires dans le chat box du Zoom, et ces questions seront adressées par la régie du GIAF Junior à la fin de toutes les interventions. Donc, dès à présent, je vais redonner la main à notre modératrice Estelle Youssoufa pour entamer ces riches discussions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fatou. Merci. Alors, on va enfin pouvoir entrer dans le vif du sujet. Donc, vous le savez, on compte sur vous pour poser les questions. Vous n'oubliez pas de les envoyer parce que ce sera la deuxième partie de la discussion. Et on va commencer à entrer dans le vif du sujet avec nos prestigieuses invitées. La professeure Adjaratou Waka Aïdara Ndiaye, Madame Esther Diossa, Madame Aïssatou Leblond et Madame Béatrice Epaillé qui nous ont fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Et on va commencer avec tout de suite les premières prises de parole. Chacune d'entre elles disposera de 8 minutes. On est assez ferme parce que c'est le format Aspen qu'a choisi le groupe Initiative Afrique pour mener toutes ces discussions. Mais après, on entre dans un débat qui est un petit peu plus ouvert et ce sera grâce à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser. Nous commençons donc avec Madame la professeure Adjaratou Waka Aïdara Ndiaye. Vous êtes la directrice exécutive de Partners West Africa Sénégal, qui est une ONG qui travaille à la sécurité inclusive et qui promeut la transparence et la bonne gouvernance en Afrique. Vous êtes également maître de conférences agrégée CAM, enseignante-chercheuse à l'université Cheikh Anta Diop. Professeur, c'est à vous. Vous avez 8 minutes. Bonjour Estelle, bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie et c'est vraiment un réel honneur et un réel plaisir de participer à ce webinaire sur l'initiative du groupe junior de l'Initiative Afrique et qui porte sur le rôle des femmes africaines dans le développement. Donc, je vais essayer donc d'aller vite pour rester dans le temps et axer mon intervention sur le rôle des femmes dans la sécurité humaine, donc notamment celles qui sont au sein des forces de défense et de sécurité. Et pourquoi? Parce qu'elles jouent un rôle majeur pour la paix et la cohésion sociale. Et vous comprendrez que donc, Partners donc, a pour mission la promotion d'une gestion inclusive de la sécurité et elle participe bien au développement. Donc, les femmes, bien que constituant 50% de nos populations africaines, sont très faiblement représentées dans les forces de défense et de sécurité. Donc, ce qui explique mon choix. Pourquoi? Parce que ces femmes jouent un rôle important dans notre quiétude. Et également, on dit souvent qu'il n'y a pas de développement sans paix. Donc, si la sécurité n'est pas assurée, donc on ne peut pas prétendre à un développement. Mais secondo, parce que la Banque mondiale estime qu'un pays qui a été touché par un conflit a besoin de 10 à 40 ans et en moyenne 20 ans avant de pouvoir mettre en place donc, une gouvernance de niveau moyen. Je dis bien niveau moyen. Et encore, il n'est considéré que transitoire après 20 ans. Donc, comme vous le savez, donc, la plupart de nos pays en Afrique de l'Ouest sont dans un processus de transition démocratique ou de reconstitution institutionnelle, sont donc le théâtre de violence et de trafic de tout ordre, donc de drogue, d'armes, d'organes, d'êtres humains. De plus en plus, on parle de trafic d'êtres humains. Jusqu'à ce matin, on a eu des informations. Donc, la mendicité des enfants également, mais également l'atteinte aux biens et aux personnes, les violences faites aux femmes, les exploitations sexuelles, et à tous ces mots précités, donc on va rajouter les litiges fonciers, ethniques, religieux et conflits. Et donc vous comprendrez que tous ces mots qui sont des freins au développement, donc qui sont la base même des conflits qui deviennent de plus en plus violents et qui menacent pas seulement notre sécurité humaine, mais ils sapent également la possibilité de relever le défi du développement. Et à travers le monde, il est prouvé aujourd'hui que les civils représentent aujourd'hui 75 à 90% des victimes de guerre, alors qu'au début du XXe siècle, 90% des victimes étaient des militaires. Aujourd'hui encore,
les conflits sont de plus en plus violents et représentent la principale menace de la sécurité humaine en Afrique, alors que c'est la sécurité qui permet donc aux citoyens de vivre en toute quiétude dans un environnement donné où il est le meilleur de soi. Il ne fait face à aucune peur, on peut dire peur de l'insécurité physique, que ce soit une insécurité alimentaire, environnementale ou une insécurité également qui soit liée à la cybercriminalité. Aujourd'hui, on peut faire l'objet de cybercriminalité même en organisant ce type de webinaire. Donc, pour paraphraser donc Barthélémy Boganda, ces femmes, forces de défense et de sécurité, doivent pouvoir permettre aux citoyens d'être éduqués, logés, nourris, parce qu'on parle de sécurité humaine, habillés et soignés. Et donc, au-delà, en fait, de défis d'abord que présentent ces conflits, parce que de plus en plus, on parle de conflits, de défis asymétriques, de conflits asymétriques. Donc, ces forces de défense et de sécurité ont besoin des populations pour pouvoir prendre en charge notre propre sécurité. Et parmi ces populations figurent bien les femmes, mais également ces femmes qui doivent pouvoir participer à la prévention de l'insécurité sont aussi, d'un autre côté, les victimes majeures, donc sont souvent confrontées donc, à ces défis particuliers. Donc, on parle de plus en plus de l'impact des conflits sur les femmes et les filles, qui est de plus en plus complexe et qui varie d'un contexte à un autre. Et je vais revenir sur un des propos de Feu Général Cissé, donc dans 2 jours, nous allons le célébrer, qui disait, lorsqu'il y a bruit de bottes, c'est l'argent qui part en premier, et lorsque tout revient à la normale, c'est l'argent qui vient en dernier. Et donc, pour bénéficier d'une bonne sécurité, comme il le disait tantôt, il faudrait pouvoir mettre en place un bon système de sécurité. Et là, on parle en général de réforme du secteur de la sécurité. Mais on n'en est pas là. Juste pour dire, en fait, le rôle que les femmes doivent jouer pour la prise en charge de ces questions de sécurité a été tellement débattu que dans les années 90, les défenseurs des femmes ont attiré l'attention de la communauté internationale sur les conséquences particulières des conflits armés sur les femmes et les filles. Et ça a abouti à l'adoption en 2000 de la résolution qui est la plus connue, la résolution 1325, mais qui est méconnue parce que cette résolution ne montre pas seulement que ces conflits ont un impact sur les femmes, mais enjoint les missions de maintien de la paix à intégrer davantage de femmes au sein donc, de ces forces. Pourquoi? Parce qu'elle appelle à la participation pleine et entière des femmes au processus de paix sur un même pied d'égalité et au déploiement de plus de femmes parmi les casques bleus. Parce que non seulement les études ont montré que les femmes étaient indispensables au rétablissement et au maintien de la paix dans tous les domaines, mais également que les femmes casques bleus, parce qu'à un moment, il se posait le problème de la compétence de ces femmes et de leur capacité à être dans les missions internationales. Et elles ont montré qu'elles avaient la preuve qu'elles pouvaient jouer les mêmes rôles et remplir les mêmes normes et travailler dans les mêmes conditions aussi difficiles que leurs collègues masculins. Et à la suite de cette résolution 5 autres ont été votés, bien sûr sur les femmes, la paix et la sécurité. Et ces 5 autres ont complété cette première et définissaient des critères que devait respecter le système international pour que non seulement les femmes casques bleus intègrent davantage ces missions de maintien de la paix, mais également pour que les États membres et les acteurs de la société civile, surtout celles féminines, puissent participer à la prévention, au règlement des conflits, mais également, et ce qui est le plus important maintenant, au relèvement post-conflit. Parce que c'est dans le relèvement post-conflit qu'on parle maintenant de défi du développement, donc de relèvement donc du rôle que ces femmes pourraient jouer, et c'est ce que peut-être, mais les autres intervenants vont axer leur intervention sur le rôle de ces femmes civiles. Alors, juste en fait, pour dire en fait que les femmes, quel que soit leur niveau d'éducation, qu'elles soient analphabètes, qu'elles soient alphabétisées, qu'elles soient scolarisées, mères de famille, chefs de ménage, en général, même lorsqu'elles ne sont pas au sein des forces de défense et de sécurité, peuvent participer parce que, en général, les femmes savent tout. Elles ne partagent pas parce qu'elles ne sont pas, en général, interrogées ou impliquées,
alors qu'elles devraient être appuyées dans cette diversité, en fait, dans ce rôle que les résolutions leur offrent maintenant. Et il est prouvé parce qu'après 10 ans après ces révolutions, il a été mis en place ONU Femmes, qui a fait des études qui ont montré qu'après, entre 92 et 2011, 9% seulement des femmes ont participé à des pourparlers de paix. Mais après, en 2018, par exemple, il a été prouvé que 13% ont participé aux négociations. Et lorsque les femmes ont été signataires de ces processus de paix, et lorsqu'elles ont participé même, on a eu de meilleures réussites. Et en conclusion, je vais finir par cette phrase, juste pour dire que pour une paix juste et durable, les décideurs politiques doivent inclure les femmes ainsi que les autres parties prenantes. Et l'expertise des femmes dans la résolution n'est plus approuvée, et qu'elles sont la clé du développement parce qu'elles ont montré qu'elles administraient la cité avec le même bon sens qu'elles montrent en administrant la maison. Et donc, il conviendrait de mieux les connaître et de s'appuyer sur elles pour la promotion et la mise en œuvre de nouvelles politiques pour une réelle inclusion dans les questions de développement. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup, professeur. Donc, on a entendu le point de vue votre point de vue sur la question des femmes et de la sécurité, victimes mais aussi actrices de la paix, si on leur en laisse l'occasion. On se tourne maintenant vers Madame Esther Djossa, qui est militante porte-parole du Parlement francophone de la jeunesse et présidente de l'US Bénin Women Alumni Association. Esther, c'est à vous. Merci pour tout. À la suite du professeur, je voudrais ajouter ma petite participation sur le rôle des femmes dans le développement en Afrique. Et mon intervention va aller plutôt du côté du rôle des femmes dans la société civile. Parler du rôle des femmes africaines dans le développement de l'Afrique reste une tâche très difficile puisqu'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte et j'essaierai quand même de mettre un accent particulier sur ce que les femmes, qu'elles soient chefs d'entreprise, politiques ou également commerçantes ou ménagères, apportent pour pouvoir faire avancer le droit des femmes dans le monde et particulièrement en Afrique. Alors, on se souvient très bien de la conférence de Beijing en 1995 qui a quand même permis de regrouper pour la première fois uniquement les femmes autour des questions de droits de femmes et tout ce qui est connexe aux droits de l'homme. Et au Bénin, tout particulièrement, nous avons plusieurs associations de femmes qui travaillent au quotidien pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des femmes, même si de plus en plus on manque de documentation sur leur combat et sur ce qu'elles arrivent à permettre à atteindre comme objectif. Et je voudrais aujourd'hui partager quelques acquis quand même grâce à la lutte des femmes au Bénin. Et quand je prends l'Association des femmes juristes du Bénin, qui a été créée en 1990, si aujourd'hui la Constitution du Bénin met la femme et l'homme sur un même pied d'égalité, c'est grâce à leur combat, c'est grâce aux plaidoiries portées par cette organisation. Et si aujourd'hui, nous avons un code des personnes et de la famille qui valorise la femme et qui donne le pouvoir autant à la femme qu'à l'homme dans le foyer, c'est bien sûr grâce à cette association de femmes qui s'est vraiment battue pour pouvoir faire adopter un tel texte. Et plus loin, je parlerai aussi de la FEDAFE Bénin, qui est une organisation présente dans 27 pays et qui, grâce à qui on a pu quand même adopter, donc les États ont pu valider les conventions liées aux droits des femmes et même à arriver à les faire respecter par ces États. En ce qui concerne les femmes commerçantes, donc qui ne sont pas forcément dans des associations, elles arrivent à se regrouper, à cotiser, donc à faire des tontines. On appelle ça au Bénin généralement des tontines. Et grâce à ces tontines, elles arrivent à financer d'autres femmes pour pouvoir commencer des activités génératrices de revenus, puisqu'elles ne sont pas forcément instruites, elles n'ont pas les moyens de mettre en gage
des biens auprès des banques pour pouvoir bénéficier d'un prêt, elles arrivent quand même à se mettre ensemble pour pouvoir lever la barrière de mobilisation de fonds pour le financement de leurs propres activités. Et chose curieuse qu'on oublie souvent de mentionner, c'est le rôle des femmes également en temps de guerre, comme l'a dit le professeur tout à l'heure. Un fait marquant, en juillet 2003, un événement extraordinaire s'est produit au Libéria. Il s'agit du mouvement pacifiste Women of Liberia Mass Action for Peace, dirigé par Leima Gbowe, une femme de 31 ans qui a réussi avec son équipe de femmes à pousser les chefs de guerre à conclure un accord de paix, mettant ainsi fin à 10 ans de guerre civile. Pour dire que les femmes dans les associations, lorsqu'elles arrivent, elles arrivent à se mettre ensemble, arrivent à faire bouger de très grandes lignes, même si on ne les documente pas forcément, même si aujourd'hui, on n'a pas fait une étude pour pouvoir quantifier le rôle que jouent les femmes dans l'évolution des droits, que ce soit des droits des femmes que des droits de l'humanité. Et donc, pour continuer toujours dans la même dynamique, après la conférence de Beijing en 1995, nous avons quand même remarqué une nette amélioration de la prise de pouvoir par les femmes, et en commençant par l'Union africaine, qui a franchi une étape importante en encourageant la parité des sexes au poste de décision. Et donc, en 2003, 5 femmes et 5 hommes ont été élus commissaires au niveau de l'Union africaine. Et l'année qui a suivi, Madame Gertrude Mongela a été nommée à la direction du Parlement panafricain de l'Union africaine, donc ce qui était pour la première fois une femme qui prend la tête d'une telle organisation. Et plus loin, d'autres organes de l'Union africaine ont emboîté le pas, ainsi que dans la sous-région, on a même connu des femmes présidentes élues aux urnes. Et pour pouvoir finir mon intervention, je voudrais mettre l'accent sur le combat des associations des femmes au Bénin. À la suite de la Constitution que nous avons pu quand même adopter, permettre d'avoir une loi plus paritaire, basée plutôt sur l'égalité, nous avons Rifonga Bénin qui a réussi à former beaucoup de femmes sur les questions politiques, notamment en les encourageant à rentrer en politique, en les encourageant à rentrer dans les partis politiques. Et je peux déjà vous dire que la première vice-présidente du Bénin, donc puisqu'on a fini les élections récemment, la première vice-présidente, donc policière du candidat Patrice Talon, est une femme qui a été formée par ce réseau, donc par Rifonga. C'est eux qui lui ont fait faire ses premiers pas dans la politique. Elle a ensuite été conseillère, puis élue communale, députée et aujourd'hui première vice-présidente. Pour dire, si ces organisations n'avaient pas eu l'idée de mettre en œuvre des projets pour soutenir les femmes, les encourager, leur montrer le chemin, leur dire qu'elles sont tout aussi capables de gérer, de diriger que les hommes, ce n'est pas sûr qu'aujourd'hui on ait une vice-présidente au Bénin. Également, la Benin Women Alumni Association fait son petit bonhomme de chemin. C'est une organisation qui regroupe toutes les femmes ayant bénéficié des programmes américains au Bénin. Et aujourd'hui, l'organisation accentue plus ses actions sur les jeunes filles et les femmes. Donc, surtout encourager les femmes à continuer les études, à aller de l'avant, à militer dans les partis politiques et ainsi également les organisations de la société civile, afin de pouvoir apporter leur pierre au développement et à la construction du pays. Elle encourage notamment la prise de pouvoir par les femmes, que ce soit au niveau local, au niveau régional et au niveau national. Donc, pour finir, je voudrais vraiment dire que les organisations de femmes mènent un grand combat en ce qui concerne le développement de leur pays, du continent, même si de moins en moins on en parle, tout comme le rôle des femmes dans le maintien de la paix et de la sécurité. Il est important aujourd'hui de faire un retour en arrière pour pouvoir évaluer tout ce que les femmes ont apporté grâce à leur militantisme, grâce à leur combat pour l'évolution du droit des femmes, mais surtout pour encourager la prise de pouvoir par les femmes. Je vous remercie. Merci, Madame Djossa. Je vois que la relève est assurée. Sur le militantisme, si on avait des doutes, ça y est, les choses sont dites et claires.
les organisations féminines et féministes sont moteurs dans la société, l'ont été par le passé et on le voit qu'elles sont encore très actives aujourd'hui et qu'elles préparent l'avenir. Alors, je me tourne vers Madame Aïssatou Leblond pour parler entrepreneuriat au féminin. Vous êtes la cofondatrice et la PDG de M&A Capital Group qui aide à la création d'entreprises. Votre entreprise prend des participations et accompagne au niveau stratégique des entreprises africaines. Aïssatou Leblond, vous êtes avec nous? Aïssatou, c'est à vous. Bonjour. Vous avez 8 minutes. On vous laisse la parole. J'en profite d'abord pour vous remercier surtout Pascal pour l'invitation, les membres du GIAF et vous Estelle. Je remercie aussi énormément Théo qui est toujours au taquet sur l'organisation et la relance sur le mail. Très content d'être avec vous et surtout de rencontrer toutes ces magnifiques femmes, d'entendre aussi leurs témoignages sur ce qu'elles disent sur leur secteur que je ne connais pas très bien. Donc, c'est toujours très enrichissant. Sur ce sujet-là, je vais m'axer sur sûrement deux points. L'éducation des filles, surtout, et la notion de cette folie où en Afrique, on est des milliards, on va continuer à être des milliards, on est nombreux, on va être de plus en plus nombreux, qu'il faut nourrir cette population et que notre agriculture, c'est souvent des femmes, quand on parle des petits producteurs principalement aujourd'hui. Donc, je pense que je vais plutôt parler de ces deux choses. Mais avant ça, je voudrais attirer l'attention sur le fait que la condition des femmes, que ce soit en entreprise ou bien en entrepreneuriat, quel qu'il soit, celles qui sont salariées, celles qui font des études ou celles qui essayent de monter leur business, on a toujours deux défis. Le premier, c'est le fait qu'on vit dans des sociétés patriarcales. Et la deuxième, c'est que nous-mêmes, on s'auto-censure. Je vais provoquer un peu, mais les autres femmes qui sont autour. La société patriarcale a défini des normes et des codes. Et dans le monde du travail, c'est compliqué, c'est très difficile, je le sais. Moi-même, j'ai été en entreprise. On est jugé plus sur la présence d'horaire, le temps d'horaire, que sur vraiment nos performances. Donc, il faudrait qu'il y ait une masse critique de femmes prêtes à revoir les normes, réglementations et sur quoi on est jugé, on est noté. Peut-être que ça favorisera un peu plus l'accès aux femmes à tous ces postes et dont les autres les autres qui sont passés avant ont parlé. Parce que tant qu'on nous jugera sur certains points, sur des normes et des cadres qui ont été formulés et mis en place par des hommes, le combat sera encore beaucoup plus difficile et on aura beaucoup de chemin à parcourir. La question de la société patriarcale, je voudrais attirer l'attention sur le fait qu'on est en Afrique. Donc, même si on rencontre les mêmes difficultés que dans les autres pays, en Afrique, faut pas qu'on oublie qu'on a une culture, qu'on a des valeurs modélées par une certaine société et que nous-mêmes, les femmes, on continue à transmettre ces mêmes valeurs et ces mêmes cultures à nos enfants. Donc, la question se pose à nous aussi d'abord de dire quel modèle de société on veut, quel modèle de culture on veut, qu'est-ce qu'on veut transmettre à nos enfants, parce qu'on est aux manettes, on n'est pas complètement, on subit quelquefois, mais d'autres fois, c'est nous-mêmes qui sommes aux manettes et qui sommes aux commandes. Je vais vous donner un exemple. Je discutais avec une jeune fille qui est vraiment féministe à fond et qui shade sa maman en disant qu'elle ne va pas préparer le repas. Et la question que je lui pose, c'est de savoir si tu ne le prépares pas, qu'est-ce que tu vas transmettre à tes enfants? Parce que c'est ce que ta maman t'a transmis. S'occuper de la maison, avoir une famille, faire le repas. Et elle m'explique que non, elle ne le fera pas. Mais elle ne savait pas si elle ne le fait pas, qu'est-ce qu'elle va transmettre. Donc, la question se pose aussi à notre génération, celle d'avant nous, de redéfinir aussi ce qu'on transmet culturellement à nos enfants, ce qu'on leur transmet comme valeur, quel modèle de société on va avoir. Parce que quand on a 25 ans, 15 ans, elles sont très féministes. Arrivé à un certain âge de la trentaine, le poids de la société fait que même si on a une carrière, même si elles ont des ambitions professionnelles, même si elles ont été à l'école, qu'elles ont eu cette chance, parce que beaucoup n'ont pas cette chance, il y a énormément de jeunes filles qui sont déscolarisées, c'est elles-mêmes qui, à un moment, se disent
je ne veux plus passer autant de temps ici. Après se pose la question du mariage. Une fois qu'elles sont mariées, elles refusent des postes ou bien elles renoncent à certains postes pour aller suivre leur époux. Et ça, c'est un phénomène que je n'avais pas vraiment, je ne voyais pas son ampleur avant de revenir m'installer au Sénégal et de monter ma société d'investissement. Sur le fait qu'on investit dans des régions, on investit dans énormément de régions et souvent on rencontre des jeunes femmes de 25 ans, 30 ans, 35 ans qui ont un superbe parcours, qui ont même fait des études à l'étranger, qui sont surdiplômés et pourtant qui ne travaillent pas, qui ne font rien. Et souvent, dans la majorité des cas, c'est parce qu'elles ont suivi leur époux qui a été muté quelque part. Donc, on vit dans une société qui conçoit qu'un homme puisse travailler plus de 17 heures ou 20 heures par jour, mais cet homme-là, il a aussi le droit d'avoir une famille, d'avoir une femme, d'avoir des enfants, mais il accepte. Et à côté, la société, par contre, on accepte que c'est la femme qui doit s'occuper de tout ça. Donc, ça veut dire aussi travailler moins, mettre sa carrière en pause. Je ne dis pas que c'est la faute des hommes, je dis parce que nous-mêmes, on construit cette société-là. Et dans cette société que nous-mêmes nous construisons, c'est nous-mêmes qui, à un moment, renonçons à certaines choses parce que le cadre fait qu'on ne rentre pas dans les clous. Maintenant, la question que je vais poser à tous ces jeunes femmes, c'est à quoi nous sommes prêtes à renoncer? Parce que choisir, c'est renoncer. Et ça, j'en sais énormément. Étant moi-même entrepreneur, étant moi-même femme, étant moi-même maman d'enfants, choisir, c'est renoncer. Est-on prêt à faire comme les hommes, travailler autant qu'eux, nous éloigner quelquefois de notre famille, ne plus être le pilier de la famille dans la maison pour pouvoir être sur les mêmes niveaux et les mêmes standings qu'eux, ou bien est-on prêt à travailler avec eux pour co-construire un nouveau modèle sur lequel chacun peut trouver sa place et que nous-mêmes, on ne soit plus obligés d'être derrière pour ces choix-là. C'est vraiment des sujets de réflexion pour cette jeunesse qui nous écoute. Se battre, c'est une chose, mais maintenant, qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on ne veut pas? J'aimerais beaucoup attirer l'attention sur ces questions-là. Maintenant, quand on parle de l'éducation des filles, c'est peut-être aussi un de nos plus grands défis. De plus en plus de jeunes filles sont déscolarisées pour plusieurs raisons, vous en avez parlé, mais aussi, je le vois depuis la pandémie. J'investis dans un lycée axé sur les sciences. Je me bats beaucoup pour ces questions de scolarisation des filles. Et quand on parcourt l'Afrique un peu, on voit que souvent, quel que soit l'événement qui survient, quel que soit l'événement, c'est historique. C'est toujours les filles qui sont déscolarisées. C'est toujours elles qui payent en premier le prix. Corona en est un parfait exemple. Dans les écoles publiques en Afrique qui n'ont pas su mettre en place le e-learning, et je pense que 90% n'ont pas pu le faire, quand l'école a repris un an après, toutes les classes notent qu'il y a énormément de jeunes filles qui ne reviennent plus à l'école. Et ça nous questionne tous sur la stabilité, sur aussi les futures générations, de voir de plus en plus de jeunes filles qui sont déscolarisées. Ça pose aussi la question pour nous les femmes aussi du mariage précoce ici et de toutes ces raisons qui font que les jeunes filles ne vont pas à l'école. Au-delà des questions de pauvreté, c'est aussi des questions culturelles. Et ces questions culturelles, il faudrait peut-être qu'on puisse les adresser, nous les femmes en premier, et coopter le maximum d'hommes qui partagent cet état d'esprit et sont prêts à se battre à nos côtés pour ça. L'autre sujet, c'était sur l'agribusiness. Je parle de l'agribusiness parce qu'on est de plus en plus nombreux. Il faut nourrir cette population. Et les grandes exploitations agricoles intensives, on en est encore très loin. Quand on parle d'agriculture en Afrique, on parle encore de petites exploitations. Souvent, on appelle ça les petits producteurs. Mais derrière ce mot petit producteur, c'est des jeunes et principalement, c'est des femmes. C'est elles qui sont dans les champs, c'est elles qui cultivent. Pourtant, c'est elles qui sont les plus pauvres, c'est elles qui ne bénéficient pas de ce fruit de travail qu'elles font. Quand je prends l'exemple du Sénégal ici, le maraîchage principalement, ce sont des femmes. C'est elles qui le font. Mais après, elles revendent, les hommes vont acheter et la partie trading leur échappe. Leurs principales difficultés, c'est surtout l'accès au financement. Et là, je vais un peu m'attaquer à Léon pour lui dire qu'il faudrait un peu que les institutions bancaires nous aident à revoir les réglementations pour que les jeunes femmes aient accès de plus en plus au financement, parce que ça, c'est une grosse contrainte, quel que soit notre secteur d'activité. Quand on monte une entreprise ou qu'on est dans le business, pour les femmes, le financement, c'est... OK. C'est là que votre temps s'arrête, mais on pourra reprendre juste après. Et je pense que Léon n'est pas sorti de l'auberge. Parce que vous faisiez que
commencer. Comment dire, on reprendra évidemment, puisqu'après on a la partie de l'échange. Mais donc, on retient que vous avez évoqué la question des changements culturels, de la scolarisation des femmes, et puis de l'agrobusiness et de l'accès au financement pour les femmes agricultrices, mais de manière générale pour les femmes entrepreneurs, parce que je pense que c'est un sujet qui touche bien au-delà du secteur de l'agriculture. Alors, on part maintenant en République centrafricaine avec Madame Béatrice Epaillé, qui est députée à l'Assemblée de Centrafrique, qui est présidente de la Commission des Affaires étrangères et vice-présidente du Parlement de la CEMAC. Elle a été nommée Femme Courage par le département d'État américain en 2015. Madame Béatrice Epaillé, c'est à vous. Bonsoir. Je tiens tout d'abord à exprimer toute ma reconnaissance à Pascal Pérou et à Fatou Cissé qui m'ont invité à participer à ce webinaire. Je tiens aussi à rendre hommage au général Lamine Cissé, dont le conseil m'a amené à être une femme politique utile pour mon pays en ce moment et pour la sous-région. Mon expérience, c'est d'abord associative et je vous parlerai tout à l'heure de mon expérience politique. Mon expérience associative, c'est de chercher des solutions à la misère des populations dans un pays en conflit permanent, qui est la République centrafricaine. Et ce pays qui a rendu les ménages très pauvres a besoin des femmes, surtout, et de toute la population, certes, mais c'est des femmes pour retrouver sa dignité. Je voudrais rappeler ce que la professeure Adjaratou a dit tout à l'heure. Elle a cité Boganda. C'est vrai, Boganda a voulu ramener les Centrafricains dans la dignité. Et nous, dans notre association, nous avons pris comme exemple les 5 verbes de Boganda qui sont éduquer, soigner, nourrir, loger, habiller. Et dans notre association, nous nous occupons des enfants en situation difficile, beaucoup plus des enfants de la rue. Et quand on ramène un enfant de la rue à la maison, on voit la pauvreté de la famille. Et notre rôle, c'est de réhabiliter ces familles. D'abord, nous amenons les enfants à l'école, nous les réinscrivons à l'école, nous soignons les enfants. Et quand on arrive à la maison, on essaie de réhabiliter la famille. Et les personnes de référence pour les enfants en général sont les femmes. Et les femmes à qui on finance des activités génératrices de revenus pour essayer d'avoir des revenus. Et quand une femme a des revenus, c'est toute la famille qui est réhabilitée. Elle peut acheter à manger, elle peut s'occuper même de son mari, envoyer les enfants à l'école. Et ça, on l'a fait depuis 1994. Et le fait d'être toujours au service des plus démunis m'a valu d'être choisie par mon pays pour gérer le forum de Bangui. C'est ce forum de réconciliation à Bangui en 2015 qui a mené les Centrafricains à se réconcilier dans un premier temps, et les recommandations ont servi à la rédaction de la nouvelle constitution qui est en train d'être mise en œuvre aujourd'hui. C'est ça qui a ramené le pays dans la légalité constitutionnelle. Et quand je disais tout à l'heure, donner les moyens à une femme, c'est réhabiliter toute une famille, c'est réhabiliter toute une communauté. La femme avec 1 franc peut rebondir. Et nous avons investi sur les capacités de résilience de ces populations. Aujourd'hui, l'association est reconnue dans tout le pays et reste l'association de référence pour
les enfants en situation difficile en Centrafrique. Je voudrais aussi parler de mon expérience politique. Mon expérience politique, je suis députée, j'ai été ministre avant d'être députée, j'ai été 5 ans ministre du Commerce et de l'Industrie, mais aujourd'hui, je suis députée et présidente du Forum des femmes parlementaires. Et nous sommes 12 femmes sur 140 députés et nous menons un combat pour le leadership politique des femmes. Et aussi, tout à l'heure, j'ai entendu parler du partenariat intergénérationnel. Effectivement, nous sommes à fond dans le partenariat intergénérationnel avec les jeunes. Et je suis ravie d'être là en parlant avec les jeunes aujourd'hui. C'est que les 12 femmes députées, on a pu amener notre Parlement à voter la loi sur la parité. Et en plus, pour qu'il y ait plus de femmes élues, lors du débat sur le code électoral, nous avons tout fait pour mettre les exigences de la loi sur la parité homme-femme dans le code électoral. Bon, nous n'avons pas eu 100% de ce que nous voulons, mais partiellement, on a pu avoir de la place pour la femme parce que nous voulons des listes zébrées. Or, ces listes zébrées ont été rejetées par nos collègues. 12 sur 140, c'est peu de choses. Mais quand même, pour des élections futures municipales et autres, nous avons pu avoir la liste zébrée. J'ai lu qu'il y a une moyenne de 22 parlementaires femmes dans nos parlements en Afrique. Effectivement, au niveau de la sous-région CEMAC, nous sommes 5 femmes sur 30 députés et je suis la seule vice-présidente du Parlement de la CEMAC. Effectivement, chacune cherche à jouer un rôle et le rôle de la femme dans la démocratie est incontournable. En tant que présidente de la Commission des Affaires étrangères, j'ai mené beaucoup de combats pour la ratification par mon pays du protocole de Maputo et aussi de la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Et ça nous a galvanisés et ça nous a amené à imposer à notre pays de mettre en œuvre. Et c'est ça que nous avons exigé dans le code électoral de manière à ce qu'il y ait plus de femmes aujourd'hui. Bon, là, on est dans un processus électoral encore. Les élections ne sont pas finies et nous estimons qu'il n'y aura pas seulement 12 femmes sur 140 députés et surtout que nous avons fait des échanges d'expériences où nous avons été dans d'autres pays comme le Rwanda et une délégation aussi est allée au Sénégal pour voir quelle est la place de la femme dans le Parlement. Et on a vu que, par exemple, à Kigali, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Donc, on croit encore. Donc, ce rôle de femmes parlementaires, de femmes politiques, nous amène, en tant que députés, à contrôler l'action gouvernementale et à mener nos gouvernants à nommer des femmes dans les places, dans les instances de prise de décision. Parce que quand une femme est impliquée, par exemple dans la recherche de la paix, par exemple on parle aujourd'hui du développement, quel rôle et place des femmes africaines ont-elles à occuper dans la démocratie, dans le développement? Et ça, c'est très important pour nous en Afrique. Et je finirai pour dire que la place de la femme est incontournable à de nombreux égards pour assurer à chaque pays le développement et la démocratie en Afrique. Je vous remercie. Merci Madame Epaillé, merci infiniment. Alors, on va passer aux questions, mais en fait, on m'avait demandé, comme je suis membre du GIAF aussi, on m'avait demandé de faire un point qui va nous permettre de préparer les questions qui vont venir. On m'avait demandé aussi de parler. Donc, je suis modératrice / intervenante. C'est un petit peu bizarre. Donc, je voulais faire moi aussi ma contribution.
Donc, pour moi, il y avait 3 points et je vais mettre, pour ne pas tricher, je vais mettre en route le chrono que je vous avais donné aussi à vous, mesdames. Et j'avais dit lors de la préparation, j'avais dit, vous allez voir que les dames vont respecter le temps imparti parce que je les connais. Elles ne bavassent pas et vous avez été toutes extrêmement précises. Je vous soupçonne d'avoir mis en place votre propre chrono. Mais donc, je viens de lancer le mien. Donc, pour moi, il y a 3 points qui me paraissent importants. Je pense qu'on a eu d'excellentes contributions. Moi, mon expérience de journaliste et puis de consultante en affaires internationales, je suis aussi engagée sur mon île natale à Mayotte, dans l'océan Indien. Il y a 3 points qui me semblent importants. D'abord, de considérer que le féminisme est aussi un sujet masculin. J'aurais beaucoup aimé que des hommes soient sur ce panel. J'ai de la difficulté avec l'idée que les questions de démographie et de contraception soient uniquement abordées comme des sujets féminins, sauf à ce qu'il y ait beaucoup de Vierges Marie. Les femmes africaines ne font pas d'enfants sans des hommes africains qui les aident beaucoup sur cette histoire. Donc, la démographie, la contraception sont pour moi des sujets aussi masculins que féminins et c'est important que ces conversations se tiennent de manière mixte. Je pense que c'est un changement aussi dans la manière d'aborder le sujet qui le fera vraiment avancer concrètement. Parce que, évidemment, c'est aussi ce qu'a évoqué Aïssatou Leblanc, un foyer se fait à 2. Le changement culturel et l'éducation n'est pas que le sujet des femmes, donc il faut que les hommes soient aussi acteurs dans ce sujet-là. L'autre chose qui m'est venue à l'esprit en vous écoutant, mesdames, c'est la question du Covid qui a été un peu touché, ce monde du coronavirus. Boris Cyrulnik parle d'une catastrophe, donc il n'y aura pas un retour au monde d'avant, post-pandémie, ce sera un monde nouveau. Et en fait, il y a quand même des choses qui sont frappantes dans cette pandémie. Les femmes ont été très nombreuses en première ligne, partout dans le monde. Ce sont elles qui, on le sait, sont les principales actrices de l'économie informelle sur le continent. Elles ont donc été les premières frappées. L'économie informelle, ça veut dire aucune aide de l'État. Elles ont été donc directement frappées, doublement impactées parce qu'elles ont eu tout de suite en charge les enfants qui n'étaient pas scolarisés. Aïssatou Leblanc y a fait allusion, mais il y a eu quand même des conclusions qui ont montré qu'il y a eu une hausse des mariages précoces et forcés pendant cette pandémie, donc une logique de se débarrasser des filles et donc une vulnérabilité sur elles. Elles sont peu à être retournées à l'école quand l'école a repris. Ça, c'est aussi notable. Et je pense qu'au niveau des gouvernements, ça pose des questions importantes. Les femmes ont été en première ligne pendant le Covid. On voit qu'elles sont, dans les pays qui ont repris une activité économique, moins à revenir sur le milieu du travail. Donc, certaines sont sorties de l'emploi. Elles seront mises à contribution de manière importante pour la reconstruction de l'économie post-coronavirus. Et là se pose la question de savoir dans quelles conditions est-ce qu'il y aura un gel de tous les progrès qui ont été faits de manière antérieure. Ça, je pense que c'est une question importante. Et donc, quelle place est-ce qu'on va donner aux femmes dans ce monde post-Covid? Est-ce qu'on aura mis en arrêt tous les progrès qui ont été faits? Et donc, ça m'amène au 3e sujet qui me semble important aussi dans les réflexions qu'on doit avoir. On a parlé de scolarisation, d'alphabétisation des femmes. Moi, j'ai à l'esprit l'alphabétisation numérique. Si on considère que l'économie digitale est l'économie de demain, il est important que les femmes, les filles apprennent à coder, à programmer, soient actrices dans cette économie digitale. On sait qu'il y a un biais qui est à l'œuvre dans l'économie digitale, qui réfléchit dans la Silicon Valley par des hommes qui appartiennent à un milieu extrêmement éduqué, privilégié. Et on a vu, il y a des études américaines qui montrent très bien que les femmes sont déjà exclues de cette nouvelle économie. C'est important pour les Africaines de ne pas manquer ce train. Je pense qu'il faut l'avoir aussi en tête. Donc voilà, c'était les 3 points que je voulais soulever. Et je vais me tourner à nouveau vers
peut-être Fatou pour reprendre le flambeau et peut-être poser une première question pour lancer la discussion. Fatou, c'est à toi. Merci beaucoup, Estelle. Merci à toutes les intervenantes. C'était riche et de qualité. Moi, personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à les écouter. Alors, je pense qu'on a déjà eu pas mal d'interactions au niveau du chat. Quelques commentaires qui ont été faits, notamment et par les participants, mais également par les intervenants. Peut-être une première question entre les intervenants. On a le professeur Adiaratou Ouaha Edaranyay qui demandait à Madame Epaille est-ce que la loi quand a été votée plutôt la loi sur la parité en Centrafrique, du coup. Donc, peut-être démarrer par cette question-là. Et également, j'invite José et Théo à ne pas hésiter à prendre la main pour relayer les questions et les commentaires au niveau du chat. Merci beaucoup. Donc, Madame Epaille, la question s'adressait à vous. Quand a été votée la loi sur la parité en Centrafrique? Merci beaucoup. Merci. On vous écoute, Madame Epaille. Voilà, vous m'écoutez, voilà. La loi a été votée en novembre 2016. Et cette loi n'a pas donné la parité tout de suite. Et quand les dispositions de la loi donnent 10 ans pour un quota de 35%, et de manière à ce que les filles soient préparées 10 ans après pour être en parité avec les garçons. Donc, c'est en novembre 2016. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais cette loi souffre de décrets d'application. En principe, un décret d'application devait être pris pour inciter les départements ministériels à faire un peu de la discrimination positive, par exemple dans l'enseignement, donner des bourses aux filles, les booster pour qu'elles arrivent au niveau des garçons et 10 ans après, faire la parité. Merci. Madame, je reste avec vous, Madame Epaille. Est-ce que vous pensez que c'est la situation de conflit qui a poussé à la parité? Parce qu'en vous écoutant, je pensais quand même aux autres pays du continent qui ont vu les femmes surgir sur la scène politique de manière plus importante. C'est le Libéria, c'est aussi le Rwanda. C'est à chaque fois post-conflit. Est-ce que vous pensez que c'est ce qui suscite une prise de conscience ou en tout cas un tremblement de terre qui fait que là, tout le monde doit s'y mettre et que les hommes laissent plus de place à ces dames? Je pense qu'il y a une similitude avec le Rwanda. Et quand on a été pour un voyage d'expérience à Kigali, les Rwandaises nous ont dit qu'après le génocide, il n'y avait que 12 femmes sur je ne sais plus combien de députés au Parlement. Et c'est exactement comme en Centrafrique, où aujourd'hui, avec le conflit, nous nous sommes retrouvés à 12 femmes sur 140 députés. Et c'est vrai que nous avons amené les hommes à voter la loi, mais c'est aussi parce que les associations féminines nous ont soutenus dans notre combat pour que le Parlement puisse voter cette loi. Mais... Merci beaucoup. Pardon, terminez, je vous en prie. Oui, bon, donc c'est vrai, c'est un pays post-conflit et on a besoin des femmes, l'implication des femmes dans les résolutions de conflits. Tout à l'heure, la professeure parlait de la résolution 1325. C'est la mise en œuvre de cette résolution qui va amener nos États de l'Afrique à donner de la place à la femme pour pouvoir aussi s'exprimer dans la recherche des solutions à la paix et à la sécurité. Merci beaucoup. Fatou, vous aviez une autre question? Peut-être professeur Ndiaye, vous vouliez peut-être intervenir? Parce que je vois que vous êtes très active sur le chat, autant qu'on vous écoute. Merci, José. Je suis en fait très bavarde, donc je profite bien du chat.
Donc, merci Madame Epaille pour votre intervention. En fait, c'est parce que, comme je l'ai dit tantôt, les questions de femmes, paix et sécurité posent beaucoup de problèmes parce que c'est la mise en œuvre, comme elle l'a dit tantôt, qui pose réellement le vrai problème parce que la plupart des États ont mis en place des plans d'action, mais les budgets ne suivent pas. Donc, après, comme elle a dit tantôt, on a une loi sur la parité, mais après, le problème qui va se poser, c'est la mise en œuvre de cette loi. Et comme elle l'a dit tantôt, même si une loi est votée, mais si le décret d'application ne suit pas, donc on aura des problèmes pour la mise en œuvre de ces lois. C'est pour ça que j'ai posé la question, parce qu'on cite souvent certains pays, comme je l'ai mis sur le chat, alors que des pays comme la Guinée, le Cap-Vert, aujourd'hui, on a beaucoup de femmes au niveau du Parlement et de plus en plus dans les instances de décision. Et comme elle l'a dit tantôt, donc on voit qu'il y a des problèmes d'application, surtout en Afrique centrale. Merci beaucoup. Peut-être donner la parole à Esther. Vous avez évoqué dans votre intervention le fait que les associations féminines contribuent à construire les femmes qui contribuent à la parité. Vous voulez développer ce point-là? Mais avant, Esther, à la suite de cette réponse, tu pourras rapidement revenir sur en fait quelles sont les réelles difficultés qui font que les femmes ne s'engagent pas réellement et puis les approches de solutions que tu as. Ça va faire peut-être une série de 3 questions à une. Merci Esther. Merci Estelle, merci José. Donc, comme je le disais tantôt, les associations de femmes contribuent fortement à l'évolution des droits de femmes, notamment à mieux reconnaître leurs droits, à favoriser l'éducation des filles à travers les projets qui sont mis en œuvre, mais surtout à les soutenir à s'engager en politique pour pouvoir prendre aussi leur place. Au Bénin, plus spécifiquement, on a essayé il y a quelques années de passer une loi sur le quota, mais cette loi ne pouvait pas passer parce que c'était en contradiction avec notre constitution qui reconnaissait le droit des hommes et des femmes. Les deux sont égaux devant la loi. Par conséquent, il faudrait privilégier la parité. Et justement, en prenant exemple sur le Rwanda, le Sénégal, le Bénin a su rédiger une nouvelle loi qui favorise la parité pour surtout encourager les femmes à militer dans les partis politiques pour se faire réélire. Pour la petite histoire, au Bénin, sur les 85 députés que nous avons, c'est à peine si nous avons 7 femmes élues. Et donc, l'écart est tellement grand. Parfois, ça monte, parfois, ça descend, mais on n'a pas encore atteint une seule fois 20 femmes parmi les députés. Et sur la vingtaine de ministres que nous avons, c'est à peine si nous avons 4 femmes également. Donc, pour montrer le creuset, donc c'est très difficile, en fait, en termes de participation et d'élection des femmes aux élections. Par contre, ce qui est vraiment intéressant et positif à partager, c'est la force que portent les organisations féminines, même si les femmes ne sont pas forcément au pouvoir sur le plan politique, elles sont au pouvoir sur le plan social parce qu'elles dirigent beaucoup d'associations. Elles sont vraiment écoutées dans leur plaidoirie par le gouvernement. Et si nous avons un certain nombre de lois aujourd'hui qui facilitent l'accès des filles à l'éducation, l'accès des femmes à l'eau potable, à l'électricité, l'accès des femmes au microcrédit et autres, c'est fondamentalement grâce aux luttes des associations féminines. Et sur la question des difficultés, comme je l'ai dit, les difficultés généralement en termes de militantisme des femmes en politique au Bénin, c'est surtout les questions de positionnement, parce que les femmes, elles sont en premier rang pour mobiliser des gens, pour pouvoir sensibiliser sur les élections, pour faire campagne. C'est elles qu'on met généralement devant parce qu'elles sont au sein de la communauté, elles maîtrisent mieux les enfants, les jeunes, les adultes, elles sont plus écoutées, mais au moment du positionnement sur les listes, malheureusement, on ne pense pas surtout à les mettre. Et quelquefois, quand on pense à les mettre, on les met en dernière position parce qu'on sait qu'elles vont vraiment mouiller le maillot, faire militer beaucoup de gens. Et avant qu'on arrive à les élire, on aurait élu peut-être 4 ou 5 hommes avant.
Donc, c'est la grosse difficulté. Mais aujourd'hui, les associations féminines sont en train de travailler à pouvoir faire un homme, une femme, un homme sur les listes, notamment pour les communales et puis pour les législatives. Et déjà qu'on a une femme vice-présidente pour la première fois, on espère que ça va se rééditer et pourquoi pas dans les prochaines années, une femme présidente. Très bien. En tout cas, on voit qu'il y a de l'ambition. Je me tourne vers Aïssatou Leblond parce que vous faisiez un point sur la question de l'inclusion financière et de l'agribusiness, qui est les fermiers africains sont en fait des fermières qui ont en plus de grosses difficultés à accéder au financement. Aïssatou, vous voulez terminer votre intervention? Oui, j'aimerais beaucoup qu'on attire l'attention sur la difficulté d'accès au financement pour les femmes. Et comme vous le disiez tout à l'heure, ça concerne tous les secteurs, effectivement. L'entrepreneuriat est très compliqué quand on est une femme parce que ça pose toujours la question de la compétence. Même si elles l'ont, elles doivent toujours montrer qu'elles le sont encore plus que les hommes. Donc, c'est usant, c'est fatigant. Ensuite, se pose toujours la question du remboursement. Et sur ça, malgré que tous les chiffres montrent que, par exemple, dans les institutions de microfinance, les plus gros taux de remboursement sont les crédits qu'on a accordés aux femmes. Il y a toujours cette barrière d'entrée. Pourquoi? Parce que les cases auxquelles il faut répondre pour avoir accès au financement, ces cases-là ne sont pas souvent adaptées aux réalités des femmes. Se pose aussi un autre sujet qui est le fait que les femmes souvent font des petits business. Et ces business peuvent être informels comme ils peuvent être formels, mais ils ont plus de mal à se faire financer. Ça ramène aussi cette question de dire que tout à l'heure, vous disiez que c'est elles qui font toute l'économie informelle, donc sont les plus touchées par Corona, n'ont pas accès aux subventions. Mais ça pose aussi cette question de censure qui fait que dans le monde économique, elles sont souvent relayées au second plan, que ce soit dans la création d'emplois, les entreprises qu'elles font sont plus petites, même si elles sont bien structurées, qu'elles créent des emplois. Elles ne visent pas plus haut parce qu'il y a toujours cette question de dire est-ce qu'elles vont se faire financer, est-ce qu'elles vont aussi pouvoir suivre le développement de leur société, y consacrer le temps qu'il faut. Donc ça, c'est très problématique pour elles. Et l'autre point sur lequel j'aimerais beaucoup attirer l'attention, c'est... Aïssatou, vous ne voulez pas mettre votre caméra qu'on vous voit? Ce serait dommage de ne pas vous voir. Je pense que ça va mieux. Ma connexion était partie. Super, super. On vous écoute, pardon, terminé. Et donc, c'est toutes ces questions pour dire qu'il faudrait qu'à un moment, on atteigne une taille critique, on va dire, sur les différentes institutions pour que les lois et les réglementations et surtout que les codes soient revus. Pour qu'on puisse y intégrer aussi les réalités des femmes. J'en profite juste pour dire c'est très bien qu'il y en ait de plus en plus en politique, mais souvent aussi se pose cette question, aussi bien dans le secteur politique, comme elles en parlent, que dans le secteur du business, de la taille de ce qu'elles font. Quand on va dans les entreprises, je prends une anecdote. Les communicantes, les chargées de communication, les jeunes femmes qui travaillent dans les hôtels et les restaurants sont extrêmement nombreux. Maintenant, quand on monte dans les postes plus élevés, le directeur de communication est un homme, même si on trouve énormément de chargés de communication. Je vais dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, les directeurs d'hôtel ou bien le chef est toujours un homme, même si ce sont les femmes qui cuisinent et qu'il y a beaucoup de femmes sur ces postes-là. C'est la même réalité qui se passe dans le monde de l'entrepreneuriat. Les jeunes femmes elles travaillent dur, elles travaillent énormément, elles sont dans les entreprises, elles sont salariées, mais dès qu'on passe sur des entreprises sur des tailles beaucoup plus grandes, là, on retrouve beaucoup moins de femmes. Sur certains secteurs, elles sont complètement exclues. Donc, le combat est encore long. Et tout à l'heure, ce que disait Mme Estelle me fait penser à quelque chose que dit Simone Veil, qu'il suffira d'une crise ou bien d'un mouvement pour que tous les droits et les acquis qu'on les perde. Donc, il faut qu'on reste vigilant et on continue à l'être parce que cette réalité du fait qu'on ne puisse pas accéder à des hauts postes ou bien à des gros montants de financement est la même réalité en politique. Ici aussi au Sénégal, ce sont les femmes qui mobilisent dans les quartiers. Ce sont elles qui connaissent les personnes, qui montent des associations. Mais dès qu'on passe sur les postes, ce sont les hommes qu'on retrouve en tête de liste. Donc, ça veut dire qu'il faudrait qu'on n'attende pas qu'on nous fasse de la place, que nous-mêmes, que nous prenions la place et que nous soyons prêts aussi à être une bonne... La question, c'est de dire on ne peut pas tout faire. Les hommes ont accepté de ne pas être parfaits.
il faudrait qu'on accepte de ne pas être une superwoman non plus parce que ce n'est pas possible. Et ça, je m'adresse vraiment à toutes ces jeunes femmes qui nous écoutent. On ne peut pas être la superbe maman, la superbe épouse, la superbe sœur, la superbe amie et être superbe aussi dans la vie professionnelle. Les hommes ont accepté leur combat, il faudrait aussi qu'on choisisse les nôtres et qu'on les assume aussi. Ça, c'est vraiment un cri du cœur que je fais à toutes ces jeunes femmes d'arrêter de s'auto-censurer, d'oser de faire exploser ces plafonds de verre et d'accepter de ne pas être parfaite. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aïssatou. Je pense que c'est un message fort. Alors, il y avait la question de l'accès à la terre qui est revenue lors du point que vous avez évoqué sur l'agriculture. En effet, les femmes ont beaucoup de difficultés à accéder au titre de propriété et donc à présenter des garanties pour obtenir les financements, parce que dans l'agribusiness, c'est souvent important. Et en tout cas, ça reste… là, on entre dans ce que vous avez évoqué, Aïssatou, c'est-à-dire la question légale et du contexte réglementaire qui, s'il ne discrimine pas les femmes, en tout cas, ne les favorise pas et ne permet pas de changer les règles du jeu. Alors, Fatou, c'est à vous parce que vous aviez une question, ou en tout cas un commentaire. Merci beaucoup, Estelle. Donc, on voit que le chat, il y a pas mal de questions qui sont là. Moi, j'avais seulement une question. C'est, en fait, comme je l'ai dit, il existe de nombreuses pratiques des actions féminines sur le continent. Toutes les panélistes, dans leur domaine, chacune, les ont étayées à différentes échelles. Et justement, comment pouvoir capitaliser et promouvoir ces bonnes pratiques à l'échelle internationale afin de mettre en exergue plutôt nos modèles féminins africains à nous, en fait, dans divers secteurs. À qui est-ce que vous voulez poser la question? Qui doit répondre? Je pense que chacune pourrait apporter un élément de réponse pour voir un petit peu, est-ce que, voilà, il y a comment avoir cette réflexion pour des femmes qui travaillent dans différents domaines. Je pense que ça peut être intéressant. Après, à la première qui souhaite se lancer, c'est la bienvenue en tout cas. Merci. Alors, par le hasard, ce sera la professeure. Est-ce que vous avez une bonne idée qu'on peut répliquer? Je vous écoute. Oui, je pense que c'est une question transversale, comme elle l'a dit tantôt. Madame Leblond l'a dit, il y a beaucoup de problèmes, donc il faut que les femmes, effectivement, elles-mêmes, parce que je dis, l'éducation des enfants nous revient. Si déjà à la base, à la maison, la fille, elle va à l'école avec le garçon et après, c'est la fille qui vient aider la maman pour les tâches ménagères et on laisse le garçon. Donc déjà, nous, les femmes, on a un gros rôle en éduquant nos enfants. Mais je vais juste donner le rôle des femmes FDS et citer l'exemple du projet ELSI, qui est une initiative canadienne qui appuie les femmes, forces de défense et de sécurité, pour qu'il y ait davantage de femmes qui soient recrutées, mais qu'elles puissent accéder au grade, parce que le gros problème, ce n'est pas déjà l'accès à l'emploi, mais après qu'elles puissent avancer, comme la plupart l'ont dit. Et pour cette initiative, ELSI a bien voulu cette fois-ci financer la construction de crèches pour la gendarmerie nationale sénégalaise, alors que les femmes des universités posaient le même problème et également au niveau de la police nationale. Et je pense qu'après, si on a une réussite comme ça, c'est un modèle à promouvoir, parce que le gros problème après, parce qu'on a quand même la physiologie, donc la biologie qui pose problème, donc pour allaiter, les grossesses et tout, je pense que c'est quelque chose donc, que je voulais partager. Donc le problème de crèche qui se pose de plus en plus, parce qu'en Afrique, on avait nos mamans ou bien nos grands-mères, mais aujourd'hui, il faut dire que nos mamans, en fait, n'ont plus les possibilités qu'elles avaient il y a 30 ans, 40 ans, et les femmes actives ont un réel problème pour la prise en charge de leurs enfants. Excellent. C'est un vrai sujet, mais je pense que c'est aussi lié non seulement à l'activité des générations plus aînées, mais aussi à l'urbanisation, sauf erreur, parce que les structures familiales aussi sont un peu cassées, il me semble. Exactement, parfaitement d'accord. Ouais. Je vais laisser peut-être d'intervenir et de partager peut-être d'autres expériences. Parfaitement. Donc, la question de la garde des enfants. Aïssatou, est-ce que vous avez une bonne idée à partager qu'on pourrait répliquer?
Oui, je vous entends de plus. Oui, la garde des enfants, c'est un réel problème et je partage surtout cette notion des jeunes femmes à 30 ans, 40 ans, quand elles commencent à avoir un foyer et avoir des enfants. Le choix se pose entre la carrière ou bien la famille. Il y a un autre sujet, c'est surtout il faudrait aussi qu'il y ait un revenu minimal sur la partie des soins. Parce que beaucoup de jeunes femmes, même si elles ont un emploi ou autre, les revenus sont toujours utilisés pour la maison. En premier, le soin des enfants. Et le fait que beaucoup sont vulnérables, c'est aussi le fait qu'elles n'ont pas de source de revenus pour assurer ses besoins primaires. Quand on est, je prends un pays où il y a des politiques sociales, il y a un minimum d'accès aux soins pour les femmes et les enfants. Donc, je pense que ça, c'est aussi des mesures qu'il faudrait qu'on puisse lutter pour qu'il y ait ces mesures-là pour toutes les jeunes femmes. Ça leur permettra au moins que ces besoins primaires ne soient plus la seule motivation pour travailler, pour gagner de l'argent, et quand elles n'en gagnent pas, qu'elles essaient toujours de sécuriser un minimum de revenus pour assurer ça et ne pas viser d'aller beaucoup plus haut. Et ça permettra aussi sur toutes les questions de violence faites aux femmes qu'on puisse régler ce problème, parce que souvent, elles restent dedans, surtout pour les enfants, parce que partir, ça veut dire quelle source de revenus pour s'occuper des enfants, pour payer les soins surtout. C'est surtout l'histoire des soins. Donc, je fais appel à toutes ces féministes et toutes ces femmes en politique pour qu'un minimum de revenus social ou bien de sécurité sociale puisse être adopté dans nos différents pays en Afrique pour les jeunes femmes. Merci beaucoup, Aïssatou, et je rebondis sur votre propos parce que donc moi, j'ai la chance de venir. Mayotte est une société matriarcale et en fait, le cœur du matriarcat à Mayotte, c'est que la femme possède son foyer, sa maison, son toit. Elle possède aussi la terre, même si elle est inégale selon la tradition musulmane, elle est inégale pour l'accès à l'héritage. Mais en fait, dans la tradition, on doit lui construire sa maison. Ce qui fait qu'elle est protégée toute sa vie et ses enfants aussi, qu'on ne peut pas lui enlever. Et pour le coup, s'il y a une pratique qui change, en tout cas fondamentalement, l'équilibre d'une société, moi j'observe sur mon petit caillou que pour les femmes mahoraises, savoir qu'elles ne risquent pas d'être à la rue, qu'elles auront toujours à manger parce qu'elles auront toujours leur terre qui leur permet de cultiver, fait que ça change complètement la dynamique sociale. Donc voilà, je voulais le partager parce que ça rebondit sur ce qu'Aïssatou vient d'expliquer. Il y a des mécanismes aussi traditionnels qui permettent de sécuriser les femmes. Je me tourne vers Esther pour savoir si vous avez une bonne pratique ou une mesure qui change les choses sur le terrain et qui pourrait donner des idées à d'autres. Si vous avez votre micro qui est allumé. Merci Estelle. Alors, en termes de bonnes pratiques, je ne pourrais pas dire qu'il y a de solutions toutes faites. Ce que je note de l'expérience du Bénin et de tout ce que je vois autour également, c'est la détermination. La détermination, la pugnacité des organisations. Il ne faut jamais baisser les bras. Il y a quelques années encore, si on me disait qu'on aurait une femme vice-présidente au Bénin, on ne l'aurait pas cru. Et aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Et donc, il faudra juste continuer le combat. Ne pas laisser la sensibilisation, surtout dans l'éducation, comme beaucoup l'ont déjà souligné, continuer par dire aux filles et aux femmes qu'elles sont capables, qu'elles peuvent aussi le faire, et dire également aux hommes et aux garçons que c'est à eux de soutenir les jeunes filles et les jeunes femmes à aller de l'avant. Donc, ce n'est pas seulement l'inverse, donc ce n'est pas seulement derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Non, mais derrière une grande femme, il y a aussi un grand homme. Donc, il faudra que les gens comprennent que c'est dans les deux sens, ce n'est pas unique et l'homme comme la femme peuvent avoir la possibilité de diriger, donc de gouverner. Et tout à l'heure, il y avait une question dans le chat par rapport à la discrimination positive. Est-ce que favoriser le quota, ce serait l'idéal? Ce ne serait pas très, très idéal puisque ce serait réussir à nous embrigader parce que si on arrive à faire passer une loi sur le quota plutôt qu'une loi sur la parité, ce qui va se passer, c'est que les hommes vont juste se contenter de dire on a dit 30%, vous êtes déjà 30%, donc ça va.
Alors que si c'est la parité, chaque jour, on travaillera à avoir un nombre plus élevé pour qu'un jour, on puisse vraiment arriver à une égalité et ne pas cloisonner les femmes sur un nombre limite où on va dire il faut juste faire en sorte qu'elles soient 10 ou 15. Et si elles sont 15, c'est bon, le quota a dit 30%, donc on a déjà les 30%. Donc, je privilégie vraiment la route de la loi sur la parité parce que je pense que ça va permettre de continuer par travailler à surtout sensibiliser les filles sur la nécessité de militer, de s'engager. Et comme un projet l'a fait au Bénin, donc le projet RECAFEM, que nous sommes en train d'implémenter sous une autre forme aujourd'hui, former les femmes en politique. C'est vrai, il faut faire de la politique, mais il faut aussi être préparé psychologiquement pour savoir que ce n'est pas un terrain de jeu. Il y aura beaucoup de coups bas, il y aura des déceptions et il ne faut pas s'enfermer dans sa chambre seulement pour pleurer, mais après avoir pleuré, il faut se relever, recontinuer le combat parce que c'est au bout de l'effort que ça va venir la réussite et la victoire. Merci Esther. Je reste avec vous juste un instant parce que je vous écoutais sur la question de la parité et des quotas. Christine Lagarde, qui est maintenant à la tête de la Banque centrale européenne, après avoir été à la tête du FMI, qui est une féministe connue et reconnue, a pris la parole récemment en revenant sur cette question des quotas et de la parité, en se disant totalement favorable aux quotas, avec cet argument. Je crois que c'est McKinsey qui a sorti une étude en disant qu'au rythme où ça a avancé au niveau de la parité, on ne serait à la parité que dans 150 ans. Et que donc, les quotas étaient peut-être des étapes plus réalistes, mais en tout cas qui permettaient d'avancer. Et ça me permet de rebondir en fait là-dessus parce que Pascal Pérou a demandé dans une des questions, est-ce que les débats en Occident influencent le féminisme en Afrique selon vous? Je mentirais si je disais que les débats en Europe et sur le continent américain n'influençaient pas le féminisme au Bénin. Ça influence beaucoup. Et comme le disait Aïssatou, il faudrait qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on veut léguer à la génération à venir. Qu'est-ce que nous, on veut leur donner? Est-ce que c'est le féminisme tel que pensé en Europe ou le féminisme contextualisé avec nos réalités et nos modes de vie? Puisque la question du quota, à première vue, ça paraît extraordinaire. Mais ce qu'on oublie, c'est que ça peut être également un piège puisqu'on a réussi à mettre l'homme et la femme sur un même piédestal au niveau de la Constitution. Donc, ils sont tous égaux devant la loi. Et pourquoi voudrait-on mettre en fait ensuite un quota? Ce serait non seulement brimer, donc aller contre la Constitution qui les reconnaît déjà au niveau égal, mais non seulement ça, c'est aussi arriver à assujettir les femmes parce que les hommes, ils ne veulent jamais donner plus de place. Hein. Si vous vous contentez de ce que vous avez, ils ne vont pas se gêner. Ils vont juste se dire sur les listes, arrangeons-nous pour avoir 30% et quand on a 30%, c'est fini, on aura respecté la loi et on ne va pas nous demander plus que ça. Alors que si on arrive à une loi sur la parité, on sait que le travail va être progressif, mais un jour, on va quand même arriver, même si ça va être 100 ans. Je ne suis pas sûre que ça aille jusqu'à 100 ans, puisque aujourd'hui, quand je regarde le Rwanda, quand je regarde Centrafrique, quand je regarde le Togo à côté, où aujourd'hui on a une femme présidente de l'Assemblée nationale, moi, je me dis ça évolue, puisque pour avoir eu la chance de représenter les jeunes au niveau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, je vous dis, en 2017, lors de la session des présidents de l'Assemblée nationale, j'étais la seule fille à l'intérieur. En fait. J'étais genre, waouh, c'est un monde d'hommes. Je suis une jeune fille, une toute petite, et j'étais la seule femme parmi tous ces présidents de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, la donne change progressivement. On a plus de femmes, première vice-présidente, présidente de l'Assemblée nationale, et ça va continuer par s'améliorer. Il ne faudrait pas qu'on se ferme sur une question de quota, mais ce serait beaucoup mieux qu'on travaille à la parité. Très bien. Je me tourne maintenant vers Madame Epaillé. Est-ce que vous avez une bonne pratique à partager avec nous sur ce qui peut changer concrètement rapidement? Ou en tout cas, une bonne idée que vous avez vue sur le terrain et qui change les choses? On vous écoute. Voilà, merci beaucoup. Bon, bonne pratique. Mais je voudrais juste, en tant que députée, que
conseiller, recommander que de plus en plus nos parlements dans nos États puissent voter des budgets qui sont sensibles au genre, qu'on mette des ressources suffisantes pour la promotion de la femme, pour le leadership féminin. Une autre chose, je crois que c'est Fatou qui a posé la question sur l'international. Effectivement, quand on va dans des réunions à l'international, c'est pas seulement pour aller avaler ce que les autres disent, c'est un croisement de savoir. Nous aussi, nous venons en tant qu'Africaines avec nos pratiques africaines qui sont aussi positives, et puis les autres aussi. Et effectivement, leur militantisme féministe influe beaucoup, influe nos associations de femmes, et aussi c'est des savoirs que nous voulons pour aussi progresser. Donc, je voudrais aussi revenir sur les femmes dans le monde rural. On n'en parle pas beaucoup, mais ces femmes ont aussi besoin qu'on leur allège le travail. Il y a des bonnes pratiques où dans des endroits, il y a des femmes qui se réunissent pour échanger sur leur quotidien. Mais à côté, j'entendais parler de crèche. À côté, une maman peut aussi aider les enfants, distraire les enfants pendant que les autres travaillent, échangent. Et ça, c'est dans nos pays en conflit, ça crée la cohésion sociale, le vivre ensemble, et ça encourage la paix. Donc, voilà en gros ce que je voulais dire sur les pratiques que je voudrais peut-être véhiculer comme exemple. Merci. Merci à vous, Madame la députée. Peut-être, en fait, commencer le tour de conclusion. Est-ce que vous voulez conclure sur cette prise de parole ou vous avez un mot de conclusion? Le mot de conclusion, c'est que on ne peut pas faire le développement sans la paix. Les deux sont liés. Aille vers la recherche de la paix, la sécurité, pour que notre continent soit développé. Je crois que c'est sur ce message de paix et de solidarité internationale en Afrique. Merci. Merci à vous. Je me tourne vers Aïssatou Leblond pour le mot de la conclusion. Oui, pour un mot de conclusion, encourager toutes ces jeunes femmes encourager toutes les femmes sur la notion de réseau, c'est extrêmement important parce que je pense que certains milieux, on y rentre beaucoup par cooptation. Et aujourd'hui, il se trouve que les règles sont déjà établies, comme le disait Estelle tout à l'heure, les hommes sont aux manettes et ils vont pas nous laisser la place gentiment parce qu'on est gentil. Il faut qu'on fasse preuve de solidarité entre nous, qu'on puisse avoir des réseaux forts entre nous. Je sais que ce n'est pas facile, surtout quand on est une femme, qu'on a le travail, qu'on a aussi la maison à s'occuper, on a une double charge mentale et charge de travail que n'ont pas les hommes, mais il ne faut pas négliger la question du réseau pour faire changer les mentalités, pour pouvoir aussi accéder au financement, accéder à certains postes, pouvoir aussi influencer sur le plan politique. C'est extrêmement important et ne rien lâcher, continuer à se battre en sachant que rien n'est gagné d'avance, rien n'est perdu non plus. Restons nous-mêmes, soyons les changements que nous voulons voir dans le monde et que chacun à notre niveau continue d'impulser les choses auxquelles il croit fermement. Voilà. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Madame Leblond. Je me tourne vers Esther Djossa pour le mot de conclusion. Merci beaucoup, merci Estelle. Je voudrais vraiment saisir l'occasion pour dire merci à Madame Adjaratou pour sa participation, merci à Aïssatou Leblond et merci à Madame la députée de Centrafrique pour cet excellent moment d'échange. J'en ressors grandie et contente. Mon seul vœu aujourd'hui, c'est qu'on puisse trouver le moyen de documenter tout ce que font les réseaux de féministes et de femmes pour l'évolution des droits des femmes et de l'humanité,
afin qu'un jour, on puisse dire, oui, les femmes n'occupent pas, certes, aujourd'hui, des grands postes politiques, mais elles ont quand même une force d'action, elles arrivent à faire bouger les lignes et elles ont quand même réussi à donner une meilleure image à l'Afrique et à contribuer à son développement. Merci beaucoup, Esther. Et last but not least, un professeur Adjaratou Waka Aïdara Ndiaye. On vous écoute pour le mot de conclusion. Je suis là. Vous m'entendez bien? Je disais vraiment, je vais axer mon intervention sur le besoin de travail en synergie. Bon, toutes ces femmes, il y a beaucoup d'initiatives florissantes en Afrique, beaucoup de réseaux. Et pour répondre en même temps à une question, donc les femmes également africaines partagent beaucoup, surtout au niveau de la CEDEAO, il y a beaucoup d'initiatives donc qu'elles partagent, que l'Union européenne n'a pas, par exemple, mis en place. Mais le problème, c'est le travail en réseau et la synergie d'action de toutes ces femmes. Mais ne pas oublier qu'il y a derrière nous également des hommes qu'on appelle les He4She, donc qui soutiennent ces femmes. Certes, le défi de la capitulation pose un problème, mais ces hommes qui sont avec nous quand même, nous pousseront et nous aideront à faire comprendre aux autres que les femmes ne sont pas des rivales, ne sont pas là pour bousculer également, pour prendre la place des hommes, mais pour travailler à côté, pour qu'ensemble nous puissions réussir les défis du développement en Afrique. Merci beaucoup, professeur. C'était un beau mot de conclusion. Je me tourne vers peut-être Fatou pour conclure, au nom du GIAF Junior. Merci beaucoup, Théo, d'avoir réactivé mon micro. Merci, Estelle. Merci vraiment, un grand remerciement à toutes les participantes qui ont pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui. Et on sait ô combien elles ont un agenda très chargé. Merci beaucoup, Estelle, pour cette modération de qualité également. Nous remercions également Pascal Pérou, Léon Kofi Conan et également Joël Bertrand pour leur appui au niveau du GIAF Junior. Je remercie également Théo et José, toujours d'attaque au niveau de la régie et de l'organisation de ces webinaires. Donc, nous vous donnons rendez-vous sans doute le mois prochain pour un prochain nouveau atelier, donc webinaire, qui portera sur la thématique de l'immigration et des RIPAT. Donc, une question qui concerne beaucoup de jeunes Africains, que ce soit ceux et celles qui sont sur le continent, mais également au niveau de la diaspora. Donc, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain avec d'autres panélistes et au plaisir de vous revoir très vite sur d'autres activités du GIAF ou ailleurs. Merci beaucoup. Peut-être un dernier mot de Léon, si Théo peut réactiver. Bien, j'étais là, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'ensemble des échanges qui étaient vraiment de qualité et je souscris à tout ce qui a été dit. Je veux profiter de la petite lucarne que vous m'offrez pour dire que je pense qu'avec la digitalisation qui est en cours aujourd'hui et avec le secteur bancaire qui est en pleine mutation, ça ouvre beaucoup de perspectives et d'espoir pour la financiarisation, pour le financement des femmes et la réelle inclusion financière des femmes. Je pense que ça peut faire l'objet d'une session entière, mais moi, je vois beaucoup de perspectives qu'aujourd'hui la technologie peut nous donner parce qu'on peut avoir accès aux femmes. Parce qu'aujourd'hui, même si on a la volonté, aujourd'hui, on ne sait pas aller les trouver, on ne sait pas aller leur faire des offres ciblées, on ne sait pas répondre même à leurs problématiques. Ce que la technologie nous offre aujourd'hui avec tout ce qu'elle résout comme problème d'information et d'accès avec le téléphone mobile et toutes les options qui nous sont offertes. Donc, je voulais terminer sur cette note d'espoir en plus de souscrire à tout ce qui a été dit. Et merci encore pour ces débats qui étaient riches et qui restent dans l'esprit vraiment du groupe international Initiative Afrique. Merci à vous tous. C'était un plaisir d'être avec vous ce soir. On aura retenu les idées, la formidable énergie des femmes africaines. Mais bon, ce n'est pas une découverte, mais ça fait toujours du bien de l'entendre.
Ce sont des mots clés qui étaient la paix, la cohésion sociale, la solidarité, beaucoup d'ambition et de ténacité, la nécessité de documenter et de visibiliser la contribution des femmes dans l'espace public, dans l'espace économique, dans l'espace politique, l'importance des réseaux et des synergies, l'importance de partager et de travailler main dans la main avec les hommes féministes qui nous soutiennent. Voilà, un grand merci à toute l'équipe qui a travaillé très fort, celle du groupe Initiative Afrique, celle du groupe Initiative Afrique Junior, et un immense merci à nos invités, professeur Adjaratou Waka Aïdara Ndiaye, Madame Esther Djossa, Madame Aïssatou Leblond et Madame Béatrice Epaillé. Merci à vous. À très bientôt. Breaking